voir qui me rejoint pour faire l'interview de Cyril. Cyril, salut, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Cyril Mottier, je travaille chez Capitaine Train, donc une start-up basée à Paris. Qu'est-ce qu'on fait globalement? On vend des billets de train, on essaie de révolutionner la façon d'acheter des billets de train et d'utiliser le train. D'ailleurs on recrute, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de poste, donc aussi bien au niveau du mobile qu'au niveau du back-end, on recrute vraiment. Voilà. Si vous êtes compétent, passionné par le train, n'hésitez pas à postuler. Et puis donc ça c'est sur le côté professionnel et le côté personnel, pourquoi je suis là. Je pense principalement parce que je suis un passionné d'Android, notamment du développement et tout ce qui touche un peu à l'interface graphique. Okay. Voilà, et ça m'a valu récemment de devenir Google Developer Expert, puisque Google m'a nommé Google Developer Expert sur Android. Et c'est pour ça qu'on voulait te poser quelques questions. Exactement, d'accord. Justement, quel est ce rôle de Google Developer Expert? Alors, un statut, donc, globalement, le statut de Google Developer Expert, c'est une renommée, c'est comment dire, Google te nomme en fait Google Developer Expert, c'est comme une espèce pas de cadeau, mais c'est un statut qu'on te donne pour te dire oui, tu as quand même pas mal investi, tu t'es pas mal investi dans la communauté, et donc grâce à cet investissement, maintenant on te nomme Google Developer Expert, et lorsque tu vas faire des conférences, donc il m'aide financièrement, et bien sûr il m'aide aussi lorsqu'il s'agit d'aller par exemple à des événements comme la Google I.O. Voilà, donc ça c'est le premier point majeur, on va dire, du statut de Google Developer Expert, c'est de partager, tout simplement. Le deuxième point, alors malheureusement, celui-là, je pense que la problématique, elle est un petit peu à cause d'Android. Normalement, en tant que Google Developer Expert, je suis censé avoir accès à des bêtas privées, si je puis dire, de certains services qui vont sortir. Ouais. Malheureusement, Android n'est pas vraiment un service, c'est un peu un service à part chez Google, et donc j'ai accès à rien du tout en tant que Android Google Developer Expert sur ce point-là. Pour le moment, pour toi, c'est juste une étiquette, quoi. Voilà, pour moi, c'est juste une étiquette. Donc de mon côté, ça me permet de continuer de partager sur Android à moindre frais. Et pour le compte de Google, ça leur permet tout simplement qu'il y ait des gens qui continuent à parler de leur technologie, pour eux aussi à moindre frais, quoi. Voilà. Ok, sur ton MacBook, il y a un sticker Min SDK version 14. Ouais. Alors pourquoi justement conseiller aux gens de targeter cette version alors que c'est pas forcément une ce bonne sticker, idée. je l'ai récupéré à Google I.O. Donc mon développeur britannique qui s'appelle Jeff, je ne sais plus exactement son nom, mais c'est Jeff ou Ready State sur Twitter, et donc il a prôné récemment de commencer à targeter API 14. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'API 14 a introduit énormément de changements d'un point de vue technique. On a vu l'arrivée des fragments, des loaders, tout le nouveau système d'animation, des action bars, donc des choses qui sont maintenant utilisées tous les jours dans le développement Android. Et donc en fait, pour moi, coller ce sticker, ça me permettait de dire voilà, n'hésitez plus maintenant à passer à 14, même si le parc de device est malheureusement encore que de 50%. Passer en API minimum 14, ça vous permet quand même d'accéder à plein de fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas forcément accès en targetant en dessous. Alors je sais bien qu'il y a des support libraries, qu'il y a des action bar Sherlock, qu'il y a des choses comme ça, ou des 9-old Androids pour le framework d'animation. En fait, il s'avère que même si on a des wrappers autour du framework d'animation, les animations, elles ne sont pas accélérées graphiquement, et donc vous n'avez pas vraiment les optimisations de l'accélération graphique. Donc maintenant, je pense qu'on arrive à un stade où si on commence à développer une app aujourd'hui, avec 50% du parc actuel qui est en 14 ou plus, je pense que si on suppose que l'application est terminée dans 3-4 mois, on arrivera sur un parc qui aura sûrement encore augmenté, et ça sera plus vraiment problématique d'avoir une API, un min API level qui est à 14, quoi. Okay. Sachant aussi, alors je pense que chez Capitaine Train on a une problématique qui est un petit peu différente aussi, c'est qu'on a quand même une target qui est assez technophile, et donc on a quand même des gens qui sont souvent à jour. On n'a clairement pas une target qui est de gens, ce que j'appelle les Madame Michu, qui n'ont même pas compris ce que c'était qu'une update sur un terminal Android. Donc voilà, on n'a pas trop de problème par exemple à dire min SDK 14. D'accord. Justement, en parlant de Capitaine Train, il y a une date de sortie pour l'appli ou Alors c'est une très bonne question, et la réponse, je l'ai donnée au moins 5 ou 10 fois aujourd'hui. Non, il n'y a pas de sortie, on prend notre temps. L'objectif, c'est clairement de faire quelque chose comme ce qui peut exister déjà sur app.capitainetrain.com, c'est de faire quelque chose qui soit bien et une solution pérenne. On ne veut pas sortir une app comme ça, un peu à la va-vite, qui fait 2-3 trucs, et puis en fait, au final, on se rend compte sur la version 2 qu'il faut tout chambouler, quoi.
Je donnais un exemple, par exemple, de l'appli Contact Android. Clairement, c'est un modèle qu'on ne souhaite pas suivre. On ne veut pas avoir une appli qui change tous les 4 matins. Voilà. Donc on prend notre temps et même si j'avais une date en interne, je ne pourrais pas la dire, mais globalement, on peut considérer qu'on n'a pas en interne. Okay. On est drivé par notre passion et par le goût des bonnes choses. Et en véritable expert de la plateforme Android, sur quoi tu as été challengé sur ce projet ? Tu veux dire chez Capitaine Train ? Ouais. Alors j'ai découvert, je suis toujours challengé bien sûr, j'ai commencé chez Capitaine Train assez récemment, ça fait à peu près 4 mois. C'est vrai que quand je suis arrivé chez Capitaine Train, il y a eu 2 points majeurs sur lesquels j'ai dû me former. Le premier, c'est tout ce qui est intégration continue, et le deuxième, c'est tout ce qui est test. En fait, avant, j'avais jamais eu le temps de me plonger un peu là-dedans. Et donc j'ai commencé, je continue toujours à me former sur tout ce qui est test et intégration continue, mais c'est vraiment les 2 points, je dirais, sur lesquels j'ai dû vraiment m'améliorer. Après, il y a un 3e point, mais je dirais c'est propre à Capitaine Train, c'est que le train, c'est pas simple. Je pensais que ce serait simple, mais ça ne l'est pas. Voilà. C'est vraiment, il y a énormément de particularités, de tarifs, de cartes de réduction, etc. Donc, notre boulot, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple à partir de choses difficiles. Donc souvent on me dit mais comment ça se fait que l'app n'est pas sortie alors là je suis content qu'on me dise ça parce qu'au final ça veut dire qu'ils n'ont pas compris les gens que ce qu'on fait c'est tellement simple mais que ça cache derrière des rouages qui sont extrêmement complexes. Justement du coup unit testing, intégration continue, est-ce qu'on peut en parler ? Un petit peu, ouais. Alors après, je me considère pas comme un expert forcément en testing, mais il n'y a aucun problème pour en parler. Donc unit testing, c'est quoi la librairie que vous utilisez en interne ? Alors actuellement, moi je suis resté sur le framework classique, donc j'essaie vraiment de coller au maximum aux outils fournis par Google. D'accord. Donc au niveau du test, c'est tout ce qui est dans le SDK, quoi. Android.test, si je me rappelle bien, au niveau du package name. Alors après, bien sûr, je commence à regarder un petit peu à droite à gauche, Mockito, Robotium, Roboelectric, etc. Mais globalement, j'ai pas encore pris le temps de vraiment aller sur ce genre d'outils, ou même Fest for Android. Mais je continue de regarder parce que c'est vrai que même si j'ai pas fait beaucoup de tests, j'ai déjà trouvé beaucoup de choses qui me posaient problème, qui me chiffonnent dans le SDK Android au niveau test. On s'entend que la priorité a effectivement pas tellement été donnée à ce chapitre-là dans la conception du framework. En termes d'intégration continue, Maven, Gradle. Alors, intégration continue, encore une fois, lorsque je suis arrivé chez Capitaine Train, l'objectif c'était de rester dans les outils Google, donc c'était du Ant. Difficile, j'ai eu des phases, des jours et des semaines difficiles avec Ant, voilà. On pense qu'on veut de Ant. Moi, globalement, au début, ça faisait très bien. Enfin, je pense que Ant, l'ancien système de build, ou si on peut encore l'appeler l'actuel système de build, marche très bien quand on souhaite faire une petite appli perso, mais dès qu'on commence à avoir une équipe, qu'on souhaite avoir une intégration continue, c'est l'horreur. Et donc, comment on travaille chez Capitaine Train ? Donc, au niveau du versionning, ça c'est du Git, avec un GitHub interne. Comme ça, on est sûr au moins, même si on n'a plus de connexion réseau, on peut toujours accéder en interne au projet. Au niveau du serveur d'intégration continue, ça tourne sur du Jenkins, parce que c'est une solution qui est trouvée. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça, avec de nombreux plugins, aussi bien sur du Ant, sur du Gradle, sur du Maven. Et donc, au niveau du projet, récemment, je suis passé du coup au nouveau système de build Gradle, parce que suite à la Google I.O., avec pas mal de talks qui ont été faits dessus, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était devenu assez mûr. Même si ce n'est pas en version 1.0 finale, la version 0.4.2 actuelle est fonctionnelle, quoi. Et donc je suis passé récemment avec ce système, il n'y a aucun problème. C'est simple de passer son intégration continue avec Gradle Alors c'est très très simple, vraiment ça prend à tout péter 20 lignes de code, enfin 20 lignes de fichiers de configuration dans le build.gradle. Ça devient un peu plus compliqué si vous avez des dépendances, et ça devient... je dirais que ça peut compliquer si on commence à jouer vraiment avec Gradle. Donc si on veut juste passer un projet existant avec Gradle, c'est très rapide. Le problème, c'est qu'on n'accède pas à toutes les particularités qu'apporte le nouveau système de build Gradle, notamment, je pense, au fait de pouvoir faire du package renaming à la compilation, c'est-à-dire avoir 2 apps à la fois sur un même terminal, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, dès qu'on veut arriver à ça, pouvoir modifier, par exemple, le nom de l'application lorsqu'on est en debug et pas quand on est en release, tout ça, on doit avoir une architecture de folder qui est un peu différente. Et donc là, ça provoque des chamboulements assez importants au niveau de la hiérarchie de votre source code, quoi.
Mais sinon, globalement, c'est pas très difficile à mettre en place. En général, tes tests, tu les lances à la main ou il y a un moment donné dans Alors, ton moi, intégration où c'est automatisé? Alors, globalement, moi je les lance à la main quand je fais des tests. Là, c'est à peu près ma méthode perso. Après, je la prône pas du tout. Quand je code de nouveaux tests, je vais la lancer à la main, donc sur mon device, pour vérifier que ce test passe. Souvent, il passe pas, et donc je modifie le test ou le code qui est testé du coup pour que ce test passe. Et ensuite, quand je pousse, en fait, automatiquement, Jenkins va faire ces tests-là au niveau du serveur d'intégration continue. Android Studio ou Eclipse? Alors, Android Studio. Pardon? Ou IntelliJ. Ou IntelliJ. Alors pourquoi donc déjà les trois, je vais répéter les choses qui ont été dites à Google I.O. Je vais peut-être dire que je suis sur Android. Android Studio, ça ne veut pas dire que Eclipse ne fonctionne plus ou n'est plus maintenu par Google. Non, moi, pourquoi je suis passé à Android Studio là récemment, donc depuis que je suis revenu de Google I.O., c'est parce que j'étais déjà sur IntelliJ. Okay. Et donc je voulais encore une fois essayer de coller encore aux outils Google et au final Android Studio c'est vraiment IntelliJ quoi, sauf qu'il y a une intégration Android. Donc je suis à Android Studio depuis mon retour de Google. Du coup, pour quelqu'un qui était déjà sur IntelliJ, toi t'es passé sur Android Studio et qu'est-ce que tu recommandes rétrospectivement? Zéro. Non mais est-ce que ça vaut le coup de désinstaller son IntelliJ et de télécharger Android Studio? Est-ce que tu recommandes de rester avec sa précédente install qui marchait bien? Alors, le problème de Android Studio, c'est que c'est quelque chose qui est bundled. Donc, on peut pas, ou alors je ne l'ai pas trouvé, mais il n'y a pas de notion de plugin qu'on peut installer sur IntelliJ. Ouais. Donc, si on veut accéder à tous les services de Android Studio, il vaut mieux vraiment installer Android Studio et laisser un peu IntelliJ de côté, sauf si vous faites du dev Java ou un autre dev, Groovy, etc. Là, sur lequel Android Studio n'a pas été fait pour. Quoi. Mais globalement, je considère que c'est préférable de télécharger directement Android Studio que d'avoir IntelliJ plus un plugin. De toute façon, à terme, c'est clair que cette approche Android Studio, c'était d'une part pour Google une possibilité d'avoir accès à des choses, on va dire, qu'ils n'avaient pas accès avec Eclipse, et d'autre part pour IntelliJ de se décharger du bébé Android qui est très important pour eux parce que c'est quand même essentiel pour un IDE de pouvoir faire du développement sur Android, mais surtout ils ne voulaient pas prendre en charge ce genre de développement et donc c'est positif pour les deux côtés, quoi, pour Google et pour IntelliJ qui relâche un peu le bébé sur Google et qui va améliorer ça et pousser ça très très fort, je pense, dans les mois à venir. Okay. On a vu que tu avais travaillé sur les libres, donc dans un premier temps il y a eu Grindroid, puis il y a eu Polaris et c'est un peu compliqué, donc est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça en est? Alors donc Grindroid, c'est vieux, c'était mes premiers essais, on va dire. Maintenant je ne conseille vraiment pas de toucher à Grindroid. Ensuite donc il y a eu Polaris. Polaris c'était globalement une librairie qui permettait de rendre plus simple l'utilisation du fameux Google Maps API V1. Et donc ce framework-là, il était sorti presque, je crois que c'était en version 1.5 d'Android, donc c'est assez vieux, il y a 2-3 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'utilisais ce framework, j'avais des problèmes, c'est que je ne trouvais pas qu'il était simple d'utilisation et même qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qu'on pouvait trouver dans les API Android. Et donc un soir m'a pris de dire allez, je fais table rase, je fais un wrapper autour de tout ça pour rendre les choses bien plus simples pour les développeurs. Ce que j'ai fait, donc ça m'a peut-être mis 2-3 semaines, j'ai peut-être fait 2-3 semaines de développement, pas mal de soirs là-dessus. Et j'ai rendu disponible tout ça je crois que c'était en octobre 2012 si je me rappelle bien, sur GitHub avec un post sur mon blog pour bien expliquer à quoi ça servait. Donc il y avait énormément de fonctionnalités qui n'étaient même pas disponibles de base sur le framework Google Maps for Android, API V1. Et donc ça a très bien marché, il y a eu un très bon accueil de Polaris jusqu'à ce que 2 mois plus tard, Google annonce Google Maps Android V2, donc la nouvelle version qui bien sûr n'a rien à voir avec la V1 et donc mettait mon travail totalement à la poubelle parce qu'en fait en sortant la V2, il dépréciait la V1 au mois de mars et donc automatiquement Polaris, quoi. Donc Polaris au final V1 est maintenant déprécié, donc vous pouvez toujours l'utiliser si vous avez une clé Maps API V1, mais globalement je pense que avec le temps il va très très vite mourir. Par contre ce que j'ai fait, parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec API V2 et c'est là un petit peu que je recolle avec le statut de Google Developer Expert, j'avais été un peu déçu de ne pas avoir accès à toutes ces API alors que j'étais Google Developer Expert déjà à l'époque.
Et j'aurais pu tester tout ce genre de nouvelles API. Et donc moi, dès que c'est sorti, j'ai voulu l'intégrer dans une application qui s'appelle Avelove, que je développe pour Lyon, qui permet globalement de savoir la disponibilité des Velove sur Lyon, qui sont les Vélib à Lyon, parce que tout le monde pense qu'il n'y a que les Vélib en France, mais non, il n'y a pas que les Vélib, ça change à chaque fois de nom dans chaque ville. Et surtout les Vélib, c'est pas les premiers. Exactement. Parce qu'en l'occurrence, ce sont les Velove. Oui, avec le système GC2Co, oui, mais je crois que c'est Rennes en premier. Mais par contre, c'est la ville qui s'en occupe, c'est pas GC2Co. Voilà. Et je commence à être un collab sur tout ce qui est vélo, GC2Co, Cyclacity. Transport d'une façon générale. Exactement. Et donc pour en revenir à Polaris, la Maps V2, donc je l'ai intégré directement à Avelove et en 2 soirs, j'ai trouvé peut-être 20 bugs, quoi. Et des bugs qui étaient pour moi aberrants, genre des méthodes où la documentation ne faisait pas du tout ce que la méthode faisait. Donc on avait des méthodes qui faisaient aucune... il y avait vraiment des méthodes genre no-op, quoi. C'est-à-dire genre set marqueur, ça faisait pas le marqueur. Ou set visible, on mettait false et elle restait visible. Ou alors il y avait même un bug, c'était set visible false et le marqueur n'était pas visible mais on pouvait le toucher, même s'il était invisible. Donc on avait quand même... Voilà, donc beaucoup de bugs comme ça qui m'ont assez déçu parce que pour moi, au final, ça a rendu cette API une bêta. Ils l'ont vraiment, Google l'a un peu sorti directement en disant c'est la finale, arrêtez d'utiliser V1, on déprécise tout de suite. Ça a été un peu trop fait dans la rapidité en fait, à mon goût, alors que ça aurait pu se faire un tout petit peu plus doucement avec des phases de bêta, d'alpha ou un petit peu de plus tests en MDA. Voilà, exactement. Et donc à la fin, pour finir avec ça, vu que j'avais pas mal de problèmes. Le problème de cette API, c'est que tout est final, donc globalement, si on commence à jouer avec l'API, on ne peut pas hériter, on ne peut rien faire. Hein. Enfin, au final, on ne peut pas l'hériter, on peut pas, voilà. Donc je pensais que Polaris, c'était vraiment mort, je ne pouvais plus rien faire avec Polaris. Et puis un soir, on m'a dit... en fait, j'ai commencé à faire du clustering donc sur Avelove, et ce clustering, tout le monde me l'a demandé, et on a voulu me l'acheter. Et donc j'ai réfléchi un peu comment extraire sur Polaris sans vendre le code de Avelove, parce qu'il n'est pas open source. Et ce clustering de Avelove sans rendre le code open source, et je suis arrivé à une solution, c'est de wrapper l'ensemble des classes qui sont dans le framework API V2 dans des classes qui ont exactement le même nom mais qui sont dans un autre package. C'est exactement le système qu'utilise Action Bar Charlotte par exemple, afin de pouvoir faire un espèce de framework autour du framework original qui est Maps API V2. Voilà. Et donc ça c'est disponible sur GitHub. Le truc c'est qu'il n'y a pas le clustering. En fait, moi ce que j'ai voulu faire, c'est essayer un peu d'émuler, on va dire, les développeurs en leur disant voilà, je vous ai donné le wrapper, maintenant vous pouvez faire des librairies autour de API V2, mais c'est à vous de le faire. Moi je vous donne juste le wrapper, je n'ai presque rien ajouté. Et ça a pris ça? À mon grand désespoir, pas beaucoup. Non. D'accord. Non. Et c'est là que j'arrive souvent à une conclusion. Je trouve que quand même sur Android, les gens sont assez boulimiques, mais ne vont pas payer pour du contenu. Et on le voit aussi sur le Google Play, où je suis assez déçu quand on compare à les ventes de Google Play vis-à-vis de, par exemple, un iTunes Connect, pas Connect, iTunes Store. Je suis assez déçu, c'est vrai que Google Play les gens soient aussi réticents à payer sur Google Play. Mais je pense que pour moi, c'est quelque chose de général avec Google. Les gens n'ont jamais été habitués à payer forcément pour un service. Ouais. Et donc, on est plus dans un écosystème où la publicité sert de financement. Exactement. Donc, et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça se déporte aussi sur le point de vue développement, quoi. C'est-à-dire qu'un développeur ne sera pas prêt à payer, 500 € pour une librairie, alors que peut-être que cette librairie de 500 €, elle peut lui sauver son projet, quoi. Et je trouve ça assez dommage. Est-ce que ça ne vient pas du fait que Android soit open source? Du coup, on se dit peut-être tout l'univers est open source, donc gratuit. Je pense que c'est une composante, oui, c'est sûr. Et ceci dit, dans le temps où IBM était le leader de l'open source, ça ne dérangeait personne de payer pour l'open source. Alors pourquoi aujourd'hui, sous prétexte que c'est open source, donc que ce soit gratuit? C'est ça. Mais même si c'est open source, je veux dire, il y a des fonctionnalités. Google n'est pas... ils sont pas Big Brother, ils font pas tout, donc il y a des choses auxquelles ils pensent, mais qu'ils pensent qu'ils sont pas... c'est pas eux de le faire. Et notamment les questions de clustering, je pense que c'est pas à Google de le faire. Et c'est clair qu'il y a un peu d'espace autour de librairies payantes forcément autour de ça. Et malheureusement, ça ne prend pas énormément parce que je pense que les développeurs sont pas à même de payer pour une librairie, comme ils sont pas à même les utilisateurs de payer pour du contenu. Toi, tu as parlé à la DroidCon? J'ai pas. Je pensais à la Google I.O. J'ai parlé à la DroidCon, bien sûr. C'était quoi ton sujet? Donc le sujet c'était crafting custom Android Views. Je mixe tout le temps les deux noms.
Android Custom Views ou Custom Android Views, c'est la même chose. Globalement, l'objectif de cette conférence, c'était tout simplement de dire aux développeurs et d'expliquer aux développeurs comment créer des vues personnalisées sur Android. Enfin, essayer de faire des applications qui ne ressemblent pas à tout ce qu'on peut trouver sur Google Play, tout simplement en évitant ou en modifiant, si je puis dire, les widgets qu'on trouve dans le SDK, quoi. Donc, je pense par exemple à toute cette notion de navigation drawer qu'on fait pas mal de buzz toute la dernière année. C'est quelque chose que j'avais fait dans mon ancienne société et qui n'était pas disponible dans le SDK. Et typiquement, c'est une vue personnalisée que tout le monde aurait pu réaliser. Tu as des exemples d'applis qui utilisent des vues perso comme ça que tu aimes bien? Là, comme ça, non. Ok, c'est pas grave. Moi, après aussi, à Velov, bien sûr, enfin, celle que je fais, il y a toujours des vues personnalisées. Des fois, c'est des vues personnalisées qui apportent pas forcément grand-chose. C'est plutôt des backports de choses qui sont disponibles quand API, je sais pas, 17, 16, etc. Mais sinon, je pourrais te citer mon ancienne application qui s'appelait Brixing, où j'avais vraiment développé un menu et j'avais passé pas mal de temps à faire en sorte que ce menu soit le plus sympa possible d'un point de vue utilisateur et surtout que ça colle à la plateforme. Parce que c'était quelque chose d'innovant, donc je voulais pas non plus sortir des guidelines Android. Évidemment. Voilà. Okay. Est-ce que ces custom views, elles n'ont pas une limite? Parce qu'on te voit très souvent montrer que tu n'es pas très satisfait du pull to refresh. Qu'est-ce que tu penses du pull to refresh? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite avec les custom views? Alors ça c'est marrant parce que le pull to refresh, c'est un sujet récurrent, tout le monde m'en parle. Et maintenant en fait je suis arrivé à un stade où je ne parle même plus du pull to refresh, je donne un lien. Et ce lien c'est l'adresse de mon blog post. Voilà, parce que tout ce que je pense du pull to refresh est sur ce blog. Non mais pour être sérieux, globalement qu'est-ce que je pense du pull to refresh? Je pense juste que c'est un apport de iOS qui a été, c'est quelque chose qui vient strictement du monde iOS, qui a été porté sur Android et qui malheureusement a été porté sans réfléchir à la plateforme, sans réfléchir au langage derrière Android et à l'essence même du design sur Android. Mais du coup, il y a la version de Gmail qui est pas tout à fait la même chose. Exactement, donc la version Gmail déjà améliore beaucoup les choses. En fait, ce qui me chagrine le plus dans la version iOS, si je puis dire, c'est l'effet de bounce. Le bounce qui n'a rien à voir avec Android puisqu'on a des edge effects ou du glow. Donc le bounce on l'a eu sur les Samsung Galaxy S2 à l'époque, mais maintenant Samsung en est sorti, donc on n'a vraiment plus de bounce. Donc c'est là que l'approche de Gmail est un peu plus intéressante parce que eux, il n'y a pas du tout de bounce, ils sont sortis vraiment de cette approche-là. Par contre, le deuxième problème, c'est la discoverabilité. Je ne sais pas si ça se dit en français, discoverabilité, mais... Maintenant, on le dit. Voilà. La découverte. La découverte, c'est pas facilement découvrable, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bounce. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai montré la nouvelle appli Gmail récemment à un membre de ma famille qui est assez fan d'Android, et je lui dis, regarde, t'as plus que ça à faire pour faire un rafraîchir. Et il a fait, ah ouais, j'avais pas vu. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui clairement n'est pas visible. Et donc c'est un peu le problème de ce pattern, même s'il est assez sympa d'un point de vue langage, d'un point de vue essence holographique, d'un point de vue essence par rapport au thème holo, je le trouve vraiment sympa. C'est vraiment le fait qu'il ne soit pas découvrable facilement qui me pose problème. Et le second point, c'est son inutilité, si je puis dire. Je le trouve vraiment inutile dans Gmail, dans le sens où Gmail c'est quelque chose qui est synchronisé non-stop. Ouais, ça se met souvent même plus vite à jour que toi-même. Voilà. Oui. Donc au final, il n'a aucune utilité. Voilà. C'est juste pour les psychopathes qui pensent que en fait, Gmail n'est pas à jour. Mais en fait, Gmail est tellement bien fait avec un système de push, de synchronisation en background, etc. qu'il n'y a aucune utilité d'avoir pour moi un push refresh, sauf si le 5 n'a été désactivé ou le GCM a été désactivé. Du coup, là-dessus, tu arrives très vite à faire la différence entre justement qu'est-ce que c'est que quelque chose de sexy dans une interface versus quelque chose d'ergonomique, quoi. C'est ça. Là, je pense qu'on est dans quelque chose de sexy et pas forcément d'ergonomique. Ou en tout cas, l'apport n'est pas majeur, quoi. Est-ce que toi, tu as le sentiment que la communauté de dev Android, francophone, voire même française en particulier, est en bonne santé? Alors j'ai l'impression que là, oui, pour moi elle est en bonne santé. Par contre, je sens une tendance. Je dirais, il y a un petit changement. Je dirais que Android n'est plus aussi, si je puis dire, si je peux utiliser le mot hype, c'est pas aussi tendance que ça a pu l'être. On voit clairement qu'Android commence à être une technologie qui a pris ses marques. Et je m'en rends compte à certaines conférences qui sont un peu plus généralistes, où j'ai beaucoup moins de gens qui viennent voir mes conférences juste parce que, ou alors parce qu'ils en ont marre de moi peut-être, mais globalement, soit ils en ont marre de moi, soit ils en ont marre d'Android. Mais globalement, j'ai l'impression que les gens sont plus aussi motivés par Android qu'ils ont pu l'être.
peut-être aussi parce que ça a été rabâché maintes et maintes fois. Mais voilà un peu ce que je trouve comme changement au niveau de la communauté générale. Après, au niveau de la communauté Android, moi, j'ai pas senti de changement. Plus que ça, je trouve qu'elle se porte très bien. Il y a toujours des initiatives personnelles qui sont vraiment sympas là-dessus. Ce matin, on parlait avec Didier de sujets similaires et il nous disait que peut-être au lancement d'Android, la communauté française, elle avait démarré très fort. On avait déjà des événements avec 400 personnes, etc. Et que du coup, même si aujourd'hui les entreprises s'y sont enfin mis, par contre, du côté des devs, on vit un petit peu plus sur les acquis. Je suis à peu près d'accord, je pense aussi. Et peut-être aussi, je pense qu'il y a des générations. On parle de génération, je parle de génération sur 5 ans. Je pense que les premiers qui sont arrivés sur Android, c'était des gens qui étaient passionnés. Donc ces gens-là, vraiment, ils étaient prêts à donner de leur personne pour faire avancer Android. Et je pense que les gens, maintenant, on va trouver peut-être des développeurs qui font plus du développement Android parce qu'ils n'ont pas eu le choix dans leur société ou parce qu'ils avaient envie de changer. Et puis Android, c'était un petit peu motivant. Mais voilà, ils n'ont pas la passion peut-être que pouvaient avoir les premiers, voilà, les pionniers. Et donc je pense que ces gens-là, du coup, sont peut-être moins proactifs sur la communauté, c'est sûr. Du coup, pourquoi avoir choisi Android en fait? Pourquoi avoir choisi Android? C'est une bonne question. Moi, globalement, j'ai toujours aimé les environnements contraints. Constraints, c'est en anglais. C'est correct. Désolé, l'anglicisme. Non, globalement, en fait, j'ai commencé l'informatique. Je pourrais dire très vieux parce que je pense que mon premier ordi, j'ai dû l'avoir à 18 ans. J'ai jamais eu d'ordi avant. Mes parents n'avaient pas d'ordinateur. Et en fait, j'ai commencé sur une TI 89. Voilà, donc qui était une calculatrice très performante pour l'époque. Et j'ai trouvé ça, je suis tombé amoureux de cette calculatrice parce qu'on avait 4 couleurs au maximum, voire 2 noir et blanc. Voilà, un pixel éteint, un pixel allumé. Et avec des jeux on allumait un petit peu ou pas, on arrivait à avoir du gris. Et on avait surtout un écran avec très peu de pixels. Donc moi, ce que j'ai vraiment aimé j'ai beaucoup aimé cette approche-là parce que j'étais pas designer, je savais pas designer et avec peu de pixels, j'avais peu de chances de faire des grosses conneries ou en tout cas de remplir un écran avec des informations qui servent à rien. Et puis aussi, on avait très peu de puissance, donc je trouvais ça super intéressant, même si à l'époque, je m'en rendais pas forcément compte. Et donc j'ai voulu toujours continuer dans ces environnements contraints un peu comme ça. Et j'ai commencé en fait ma carrière professionnelle sur du développement iOS. Parce que c'était les premiers à sortir un SDK, iPhone OS 2 à l'époque. Et puis j'ai beaucoup apprécié, donc je me suis mis à l'Objective-C, j'ai appris un petit peu comment fonctionnait iPhone OS à l'époque. Et j'avais vraiment apprécié. Et du coup, l'année d'après, j'ai choisi de regarder un petit peu du côté d'Android. Et j'ai trouvé les deux approches totalement... elles étaient intéressantes toutes les deux, quoi. Vraiment totalement intéressantes les deux. Et puis je suis arrivé à un certain stade où je faisais les deux, donc iOS et Android, sans aucun problème. Pour moi, il n'y avait aucun problème, j'étais pas plus Android que iOS. Et puis il y a eu, on va dire, je pense, une phase majeure dans tout ça, c'est que ça a été le modèle closed source d'Apple qui m'a le plus gêné. Donc en fait, j'ai trouvé pas mal de bugs sur certains composants qui étaient dans iOS à l'époque, que j'ai posté sur l'outil interne de bugs, et j'ai jamais eu de retour. Voilà. Et même là, actuellement, j'ai testé iOS 7, ces bugs-là, je les ai encore retrouvés sur iOS 7. Et c'est ce genre d'approche-là, je pense, qui m'a un peu rebuté d'Apple, même si j'adore ce qu'ils font. Je suis toujours l'actualité iOS, je regarde chaque nouvelle version. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment rebuté, cette porte fermée qu'on a dès qu'on a des questions. Alors que chez Google, directement, j'ai eu accès à des gens comme Romain Guy, Xavier Ducreuet, il y a plein de Français dans l'équipe et ils sont toujours là pour te répondre. Bon, après, c'est sûr, il ne faut pas les flouder avec des mails, mais globalement ils sont là et je trouve qu'il y a du support, il y a quelqu'un en face de nous, c'est pas juste une porte. C'est vraiment ça, je pense, qui m'a plus fait basculer vers Android, et puis le fait que ça soit open source, bien sûr, parce que c'est quelque chose avec quoi j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris l'informatique. C'est vraiment en allant fouiller du code source. Donc pour moi, le fait d'avoir accès au code source Android, c'est super. Du coup, les sources, tu les as en ce moment sur ton poste de travail? Toujours, ouais. Okay. En fait, j'ai commencé même les premières fois, j'ai même essayé de commiter directement. C'est une aventure assez, peut-être pas une aventure, mais une expérience intéressante que de commiter, de voir le process du côté de Google, sur la review, etc. Et enfin le merge, et de savoir qu'un petit patch qu'on a fait, en fait, il est dans Android. Voilà. C'est assez motivant. Effectivement.
Même si c'est des trucs qui se voient pas forcément d'un point de vue utilisateur. Mais, mais mais là, je vais corriger un bug. Ça se voit pas du côté de l'utilisateur final, ça se voit pas du côté du grand public, mais ce sont des choses qui font la différence et la valeur intrinsèque d'Android par rapport aux autres. Ouais. Ils font qu'aujourd'hui, Android est ce qu'il est et pas les autres. Donc ça là-dessus, on est tout à fait d'accord que c'est une petite différence qui fait une grosse différence. Exactement. Edouard. Si, dernière question, tu as fait Avelove et tu avais parlé de... Oh là, faut pas se tromper dans ce sens-là. Tu avais dit que tu avais fait Avelove et que tu c'est peut-être le naming de mes applications qui est pas bon. Du coup, où est-ce que ça en est? Alors, très bonne question. Avelove, maintenant est sorti depuis un an et 3 mois, je crois. Pourquoi j'ai fait Avelove? Déjà, il y a les motivations derrière tout ça. J'habite à Lyon, j'utilise beaucoup le vélo et il n'y avait pas d'application à Lyon, donc j'ai fait Avelove. J'habite pas à Paris, j'utilise pas le Vélib à Paris, donc c'est clair que c'est pour ça que je ne pousse pas beaucoup à Vélib. Par contre, en fait, la solution Avelove, ça s'appliquerait très bien à Vélib parce que le système est exactement le même. C'est JC2Co qui gère les deux parcs de vélo. Le seul problème, c'est que sur Paris, j'arrive sur des contraintes un petit peu différentes, notamment en nombre. On arrive sur à peu près 1200 stations de vélo alors qu'on n'est que sur 340 sur Lyon. Globalement, ça, je m'en suis sorti récemment grâce au clustering. Le deuxième problème, et pour moi c'est le majeur, c'est la qualité des données. Donc récemment, JC2Co a ouvert une API à Open Data. Malheureusement, cette API, même si j'y ai accès, elle est très très bien, elle permet d'avoir accès à beaucoup d'informations. Toutes les informations sur les stations sont moyennes à mon sens, elles sont toutes en majuscules, sans les accents, enfin voilà. Donc, en fait, j'ai fait des tests déjà sur une appli à Vélib et je me suis rendu compte que avoir tout en majuscule, ça rend l'application mais vraiment horrible. On a l'impression qu'elle te crée à la figure. C'est pas possible. Alors même l'armée US a décidé de passer en minuscule. Mais oui, voilà. Donc le problème, c'est comment faire du minuscule alors que tu as du majuscule mais sans accent. Avec les accents. Voilà, donc retrouver des accents. Les adresses sont complètement foireuses. Voilà, donc l'open data est sympa, l'API est très sympa. Par contre, les datas sont pas assez claires à mon sens. Elles sont pas au rendez-vous. Voilà, elles sont pas au rendez-vous et moi je suis pas. Je souhaite sortir quelque chose de la qualité d'Avelove et donc tant que j'aurai pas eu le temps de nettoyer un petit peu toutes ces datas et ça va se faire à la main malheureusement, je sortirai pas Avelib. Mais globalement, l'appli est prête. Il faut juste que je fasse quelques tweaks au niveau design parce que j'ai bien sûr envie qu'Avelib ait une autre apparence que Avelove en termes de couleur. Et puis il faut que je nettoie les données, quoi. Voilà, mais il faut du temps. Du temps justement, nous on n'en a plus. Pour la transition. T'as vu, je suis le boss, hein. C'est clair. On te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? J'aurais 2 trucs, si je peux. Voilà, je vais dire 2 trucs. D'abord, merci à DroidCon. Vraiment, c'est un super événement. Donc j'espère que ça continuera l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai insisté en faisant, même si j'étais pas du tout préparé, en faisant ma conférence en anglais. Je pense que c'est important. Comme je disais tout à l'heure à un des organisateurs, pour moi, la DroidCon, il ne faut pas que ça soit un POG de 2 jours. Il faut que ça reste vraiment une DroidCon, donc on ait des acteurs internationaux, peut-être pas internationaux, mais à minima européens. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à parler anglais et pas avoir peur de parler anglais. Et puis le deuxième point, je dirais, on recrute chez Capitaine Train. Donc voilà, si vous êtes passionné par tout ce que je dis, si vous voulez travailler avec moi, ou travailler avec d'autres gens passionnés chez Capitaine Train, n'hésitez pas à postuler sur capitainetrain.com/jobs. Voilà. Merci Cyril. Merci. Et puis on se croise dans les couloirs de la DroidCon. Pas de problème. Salut.